Merci aux organisateurs de m'inviter à parler de ces travaux récents de recherche sur la cyberassurance. Notamment, merci à Nice de me proposer de parler dans cet endroit si prestigieux et devant un public si prestigieux. Donc, je vais vous parler de cyberassurance. C'est des travaux, comme François l'a mentionné, que j'ai réalisé avec Olivier Lopez, qui a parlé ce matin dans la conférence Panorisque. Donc, des travaux qui ont été faits dans le cadre d'une initiative de recherche sous l'égide de l'Institut Louis Bachelier et qui est financée par le Fonds AXA pour la recherche. Donc, ces travaux ont commencé il y a 3 ans. Donc, mon exposé sera un petit peu plus général, un petit peu plus générique que ce que Olivier vous a présenté ce matin. L'idée est de parler d'assurabilité du risque cyber, d'essayer de pointer un petit peu les spécificités de ce risque qui font que la mutualisation, qui est au cœur de l'assurance, peut poser problème ou peut mal se faire. Et puis, d'essayer de proposer des outils pour une meilleure évaluation du risque, pour une réduction de l'incertitude autour de ce risque cyber. Et l'incertitude, on va le voir, est assez grande. Alors, une petite introduction assez rapide sur le risque, ce que c'est que le risque cyber. Donc, c'est assez difficile de donner une définition précise du risque cyber parce qu'en fait, c'est un risque à multiples facettes, un risque très large. Mais en quelques mots, on peut dire que c'est issu d'un usage inapproprié, soit des outils numériques ou soit des systèmes d'information. Donc, c'est un risque très varié en termes donc de type d'attaque. Et en termes d'outils d'attaque, de leviers d'attaque. Donc, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est tout ce qui concerne les rançongiciels. Il y a aussi tout ce qui concerne l'hameçonnage, les attaques par déni de service, et puis tout ce qui est, je dirais, fraude classique, qui existait même avant les outils numériques, mais qui trouve en les outils numériques des moyens de levier de pouvoir faire ces fraudes à plus grande échelle et à plus grande ampleur. Donc, je vous ai cité ici quelques attaques d'acteurs malveillants, mais le risque cyber aussi regroupe des incidents qui ne sont pas forcément volontaires. On transfère un mail avec une pièce jointe et des données confidentielles. Et ça aussi, c'est englobé de ce qu'on appelle le risque cyber. Donc, une variété de types d'attaques, une variété aussi des cibles de ces attaques. On peut dire que personne n'est épargné par le risque cyber. Vous, moi, on peut être attaqué, on peut être ciblé par ces attaques. Bien sûr, toutes les entreprises, qu'elles soient de toute taille, petites, moyennes, grandes. Et puis, les États aussi ne sont pas du tout épargnés par les attaques cyber. Donc, le risque cyber est très varié et il a des coûts énormes qui sont souvent difficiles à estimer. Donc, on estime à peu près 1% du PIB mondial qui partent en fumée à cause du risque cyber. Donc, ça représente environ 1000 milliards de dollars, donc ce qui est un coût énorme. Et des coûts qui n'ont pas tendance à diminuer, qui ont plutôt tendance à augmenter, avec un nombre d'attaques aussi qui a tendance à augmenter. Alors, je vais donner les chiffres que je vais donner sont principalement des chiffres français, puisque c'est le marché que je connais le mieux. En France, il y a eu entre 2019 et 2020 3 fois plus d'attaques par rançongiciel qui ont été remontées à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Peut-être probablement lié au Covid. Donc beaucoup plus d'attaques. Alors je vais en montrer quelques exemples dans l'optique vraiment de vous montrer la variété et l'hétérogénéité qu'il peut y avoir derrière ce risque. Donc le premier grand rançongiciel qui a été assez médiatisé est le rançongiciel WannaCry qui a touché le monde entier en mai 2017. Donc, ce logiciel utilisait la vulnérabilité Eternal Blue. Donc, les utilisateurs voyaient apparaître ce petit ça sur leur écran et donc les dossiers, les documents étaient encryptés et il fallait payer une rançon pour pouvoir récupérer ces informations. Donc, cette attaque a approximativement touché entre 200 000 et 300 000 postes. Sur environ 150 pays. Elle a duré environ une semaine. Et les coûts sont très importants. Donc, à nouveau, les fourchettes de coûts sont assez larges. Donc, selon les estimations, ça va de quelques centaines de millions de dollars à
quelques milliards, 3 milliards pour l'estimation la plus haute. Par exemple, le NHS, le National Health Service britannique, a été touché et donc eux ont communiqué sur un montant de perte de 100 millions rien que pour le NHS. Donc en fait, c'est pas forcément la rançon qui va engendrer les coûts les plus élevés, puisque la rançon ici à payer était relativement modeste, $300 si on payait dans les 3 jours ou rapidement, je crois que c'était 3 jours, elle était doublée sinon. En fait, les rançons en elles-mêmes, la somme des rançons, n'ont rapporté qu'environ $100 000 aux hackers. Tout le reste des coûts est lié par tous les coûts induits par ces attaques, et notamment les interruptions d'activité qui ont des coûts très importants. Donc, un autre exemple qui, pour illustrer la variété des motivations des attaquants, donc souvent, ça peut être des motivations financières, mais pas toujours. Ici, vous avez l'exemple de 2015 de Ashley Madison, pour lequel la motivation des hackers était une motivation plutôt idéologique. Donc, Ashley Madison, c'est un site de rencontres extra-conjugales. Les attaquants ont exfiltré les données des utilisateurs de ce site de rencontres et n'a pas demandé de rançon, mais a menacé de divulguer et de rendre publique cette liste si le site n'arrêtait pas son activité. Donc le site n'a pas arrêté son activité, la liste a été publiée, il y a eu des dommages, je dirais, humains dramatiques, puisque outre des démissions, des divorces, etc., il y a même eu certains suicides qui ont été imputés à cette tragique attaque de Ashley Madison. Donc bien sûr, il y a eu une perte de réputation rien que par l'attaque sur Ashley Madison, mais en plus, les utilisateurs se sont rendus compte, a été divulgué qu'ils pensaient parler à des femmes, mais en fait, c'était pour un certain nombre juste des robots. Alors, un autre exemple pour illustrer aussi le caractère opportuniste des attaquants, c'est l'exemple de décembre de 2020, de l'attaque de l'Agence européenne du médicament qui avait été en plein à ce moment-là à récupérer les dossiers des candidats aux futurs vaccins et à évaluer ces dossiers-là. Donc des dossiers, des documents et des informations bien sûr hautement confidentielles sur ces vaccins ont été divulgués. En tout cas, ils ont récupéré et exfiltré, ils ont récupéré ces informations et les ont divulguées en dénigrant aussi, en les modifiant un petit peu pour essayer de dénigrer l'efficacité de ces vaccins. Donc, ils sont opportunistes et ils n'hésitent pas à appuyer là où ça fait mal. On a vu en France notamment des attaques d'hôpitaux en février dernier notamment qui étaient déjà dans des situations de tension suite au Covid, et ils ont eu des attaques qui ont complètement bloqué tout leur système informatique. Les médecins ont dû retourner avec les dossiers papier, etc. Donc les attaques cyber ne peuvent pas être considérées comme indépendantes d'autres risques, elles peuvent vraiment accentuer déjà des vulnérabilités de la société et des situations déjà de difficultés et aggraver ces situations-là. Alors un avant-dernier exemple qui est pour montrer la variété des cibles, c'est un exemple de SolarWinds qui est de l'espionnage, alors de l'espionnage industriel, puisque des grands groupes genre Microsoft ont été espionnés pendant plusieurs mois sans forcément qu'ils s'en rendent compte, ou en tout cas ça a été divulgué assez tard, mais aussi des instances fédérales des États-Unis via SolarWinds. Donc les États sont aussi très visés par les attaques cyber. Et puis, pour finir, pour illustrer l'aspect que les hackers se professionnalisent s'organisent et se professionnalisent dans leur métier, entre guillemets, de hacker, qui est l'exemple le plus récent de mai dernier de Colonial Pipeline, donc qui est un grand groupe donc d'oléoducs américains qui fournit beaucoup de pétrole aux États-Unis. Donc c'est une double attaque en fait, puisqu'il y a à la fois eu exfiltration de centaines de gigaoctets
de données avec menace donc de divulgation. Et puis le jour d'après, il y a eu cette attaque par rançongiciel qui a eu des conséquences relativement importantes, puisque il y a eu des ruptures d'approvisionnement. Donc Colonial Pipeline a dû stopper son activité. Il y a eu des ruptures d'approvisionnement, donc des stations-service qui n'avaient plus de carburant, et on voit un petit peu l'impact au niveau de la supply chain, puisque des aéroports, notamment Charles Douglas, a dû fermer, des compagnies aériennes ont dû changer leur planning de vol, etc. Ce qui fait qu'au bout de 2 jours, le président américain a déclaré l'état d'urgence, et ça s'est partiellement résolu, ou en tout cas ils ont pu reprendre une activité partielle lorsque Colonial Pipeline a payé la rançon qui s'élevait à un peu plus de 4 millions de dollars. Donc ils ont officiellement communiqué qu'ils avaient payé la rançon. Alors derrière, cette attaque a été identifié un groupe de hackers DarkSide qui est en fait un provider de rançongiciel, donc ce qu'on appelle le ransomware as a service. Donc maintenant, on n'est plus du tout obligé d'être un pro en informatique pour faire une attaque. Il suffit d'aller au magasin DarkSide et d'aller choisir le rançongiciel qui nous convient, et voilà, on peut faire son attaque. Donc il y a vraiment une professionnalisation, je dirais, du métier qui est assez inquiétante. Donc, après ces petits exemples, un tableau aussi sur la variété des dommages qui sont engendrés par une attaque cyber. Donc, on voit, alors c'est un tableau à prendre, donc on voit on a des fourchettes qui sont assez larges, parce qu'il est assez difficile d'estimer, et c'est une difficulté pour le risque cyber, d'estimer avec précision les coûts de ces attaques. Et donc ça date de 2017. Depuis 2017, je pense que les chiffres ont un petit peu évolué. Et puis c'est assez ciblé, comme c'est un papier anglais, assez ciblé sur des coûts au niveau UK, qui ne sont pas forcément exactement les coûts au niveau français, mais au moins ça donne un ordre de grandeur des différents dommages et des différents coûts associés. Donc ce qu'on voit, c'est que le coût de la réponse immédiate à l'incident est un coût relativement faible au regard des coûts induits, notamment du coût lié à la rupture d'activité, à l'interruption d'activité, qui est beaucoup plus important, et qui est, la principale, le coût le plus important en fait dans ces attaques cyber. Alors bien sûr, ça dépend des domaines, etc. Mais on voit ça. Donc il y a aussi des coûts, je dirais, légaux, dans le sens où alors c'est ici, si bien dans les données qui vous ont été volées, il y a des données confidentielles, ça peut rentrer sous le coup de la réglementation, notamment la réglementation européenne RGPD. Et puis aussi des coûts liés à la perte de réputation qui sont aussi, eux, bien sûr, difficiles à quantifier. Alors, devant ce risque de plus en plus grandissant, donc bien sûr, la première chose à faire, c'est d'avoir une hygiène cyber, d'être très vigilant sur les mesures de sécurité que l'on met sur tous nos systèmes d'information, etc., notamment au niveau des entreprises. Mais même si on est le plus vigilant que l'on peut, on n'arrivera jamais à éradiquer le risque complètement, et personne ne peut prétendre d'être complètement et 100% protégé contre le risque cyber. Donc l'assurance a un rôle important à jouer pour aider la société, aider le tissu économique à être plus résilient face à ce risque. Et donc l'assurance propose déjà des contrats qui n'ont pas juste la dimension de réparation financière, qui est le basique dans un contrat d'assurance, mais il y a aussi d'autres clauses pour répondre donc aux spécificités des attaques cyber, aux spécificités des dommages des attaques cyber. Donc notamment dans les clauses présentes, il y a très souvent une clause d'assistance immédiate pour aider l'entreprise à retrouver le plus rapidement possible une activité la plus normale possible, donc pour limiter les coûts liés à cette interruption d'activité. Donc elle peut aussi aider et faire une protection contre ces divulgations éventuellement de données personnelles ou liées à la régulation, excusez-moi, et puis aider aussi l'assuré, l'entreprise à communiquer lors de la crise pour essayer de limiter les dommages à la réputation.
Et puis, une 5e dimension qui est notamment particulièrement bénéfique et importante pour les petites et moyennes entreprises, qui est de l'accompagnement avant, lors de la souscription du contrat, pour faire une sorte de diagnostic des risques cyber et des mesures de prévention. Alors bien sûr, l'assurance a souvent des partenariats avec des compagnies de cybersécurité qui sont bien plus spécialisées que l'assureur lui-même dans tout ce qui est ces technologies cyber, et qui va aider à fournir ces assistances qui ne sont pas juste de la réparation financière. On a même des contrats d'assurance qui ont ce partenariat avec l'assurance de cybersécurité, et qui ont aussi un partenariat avec des avocats pour aider en cas de sinistre et en cas notamment de recours juridique contre l'entreprise, des contrats avec ces cabinets d'avocats pour aider justement l'assuré. Donc c'est des packages assez fournis. Alors, en France, l'assurance cyber s'est beaucoup développée à partir des années 2015. Donc ici, j'ai repris des chiffres de sondage du CESIN, qui est le club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique, où, alors, c'est pas complètement exhaustif, puisque voilà, il faut voir qui répond, mais on avait environ 19% des personnes qui ont répondu ou des entreprises qui ont répondu à ce sondage qui avaient souscrit à une assurance cyber en 2015, et elle est passée de 50% à 2019 et 60% en 2020. Donc on voit néanmoins que le marché de l'assurance cyber commence a beaucoup augmenté et commence un petit peu à peiner à s'étendre plus. Et puis surtout, il y a une pénétration de l'assurance cyber qui est très inégale entre les grandes compagnies et des compagnies de plus petites entreprises. Pour les grandes compagnies, en fait, donc en 2020, donc ça c'est pas des chiffres du CESIN, c'est des chiffres de l'AMRAE, 87% des compagnies de grande taille, des grandes entreprises avaient souscrit à une assurance cyber, mais ils étaient couverts pour des montants quand même relativement faibles au regard de leur chiffre d'affaires. C'était 40 millions de capacité en moyenne, alors qu'ils ont des chiffres d'affaires de plus de 1,5 milliard, et seulement 8% des entreprises de petite taille. Et voilà. Alors que, in fine, c'est surtout les petites entreprises qui sont les plus vulnérables face aux risques cyber, à la fois en termes de capacité à pouvoir se sécuriser suffisamment d'un point de vue cyber, et à la fois en termes de coussins de provision qu'elles peuvent constituer en cas d'attaque cyber. Et néanmoins, c'est ces entreprises-là qui sont le moins couvertes par l'assurance. Donc, on va essayer de réfléchir, afin de donner quelques éléments pourquoi cette assurance est plutôt en train de stagner et a du mal à se développer. Alors, quelques spécificités sur le risque cyber et pourquoi il va être difficile à assurer. Alors, bon, au début, on a dit, bon voilà, le risque cyber, c'est comme du risque opérationnel. Néanmoins, il y a des spécificités qui font qu'on peut pas le considérer juste brut comme du risque opérationnel. Alors tout d'abord, c'est un risque qui est relativement jeune par rapport à d'autres risques d'assurance, et puis surtout qui évolue très vite dans le temps. En général, les autres risques assurantiels ont beaucoup moins de dynamique rapide et on a plus de stationnarité. Donc, on a aussi une autre difficulté qu'on appelle les couvertures silencieuses, c'est-à-dire que certaines polices d'assurance qui n'étaient pas du tout dédiées au cyber pouvaient avoir des garanties qui soient déclenchées en cas d'un sinistre cyber, si jamais le cyber n'était pas une cause exclusive du contrat spécifiquement mentionnée. Donc, on pouvait avoir des couvertures qui étaient déclenchées alors que l'assureur n'avait pas du tout provisionné par rapport à ce risque-là. Donc, 2 points sur lesquels mon exposé va ensuite s'articuler, c'est sur l'aspect des événements extrêmes. En fait, le risque cyber est caractérisé par des coûts, des événements cyber qui engendrent des coûts très très grands. Donc, on va arriver dans des modélisations par la théorie des valeurs extrêmes. Et puis, une autre source de difficulté pour l'assurance cyber et pour la mutualisation, c'est même si on a des sinistres qui n'ont pas
des coûts très élevés, le fait d'avoir potentiellement des sinistres qui arrivent un peu tous en même temps, un phénomène d'accumulation du risque. On peut parler de risque systémique qui fait que même si les coûts en eux-mêmes ne vont pas être très importants, s'ils sont très 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 nombreux, eh bien on va avoir du mal aussi à mutualiser le risque. Donc c'est ces deux choses que je vais reprendre dans la suite de ma présentation. Alors peut-être, comme tout le monde ici, dans ça n'est pas forcément expert en assurance, et je vais juste donner un slide d'éléments sur ce que l'on entend par mutualisation et sur ce qu'il y a derrière comme concept, je dirais, mathématique, statistique sur la mutualisation, pour mieux comprendre pourquoi cette mutualisation, dans certaines situations, va être mise en danger. Donc la mutualisation, elle repose sur la loi, enfin elle repose sur deux lois, les deux grandes lois limites en théorie des probabilités, qui est la loi des grands nombres et puis le théorème central limite. Donc la loi des grands nombres, elle nous dit que si bien sûr le montant de chaque sinistre est grandement aléatoire, si j'ai un grand nombre d'assurés, eh bien le montant moyen par assuré, il devient pratiquement déterministe, et il est égal à l'espérance mathématique de la loi de ces sinistres. Donc bien sûr, sous-jacent, il y a que les sinistres sont indépendants et identiquement distribués. Et puis que le nombre d'assurés est suffisamment grand pour être au niveau de la limite de cette loi. Et puis le deuxième théorème de loi limite, c'est le théorème central limite qui nous dit qui contrôle la distance entre la moyenne empirique et puis la moyenne vraiment mathématique des choses, ce qui va nous permettre de contrôler la différence, le gap entre la perte cumulée de l'assureur sur son portefeuille, donc la charge totale, et puis la prime qu'il a demandé à ses assurés. Donc bien sûr, derrière le théorème central limite, ce qui va permettre de contrôler cet écart, c'est à la fois la variance des sinistres. Plus la variance est grande et moins j'ai d'assurés, eh bien plus cet écart risque d'être grand. Donc la mutualisation, elle peut être en danger pour plusieurs raisons. La première, c'est que le risque est très volatile, ce qui fait que la variance peut être même infinie. Donc dans ce cas, l'écart, on n'arrive plus du tout à le contrôler. Ou alors le risque a ce qu'on va un peu voir sur les données, a des queues très 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 épaisses, très lourdes. Et éventuellement, le coût moyen n'est pas forcément bien défini, c'est-à-dire les coûts sont peut-être pas forcément même intégrables. La variance peut être finie, mais elle peut être quand même si elle est finie, très large à cause de l'hétérogénéité de la population, de l'hétérogénéité du risque, comme on l'a un petit peu illustré dans les exemples précédents. Bien sûr, la mutualisation est en danger si les assurés ne sont pas indépendants. On a cette hypothèse d'indépendance derrière la loi des grands nombres. Et puis aussi, on a l'hypothèse que le nombre d'assurés est grand. Si on a un trop petit portefeuille, eh bien la mutualisation ne va pas bien se faire. Donc tout ça est augmenté, ce danger à la mutualisation, par le fait que, notamment dans le risque cyber, on a beaucoup d'imprécisions dans les estimations statistiques que l'on peut faire du risque, parce que d'une part, on a peu de data disponibles, peu de données disponibles, et d'autre part, parce qu'il existe vraiment des biais importants, et on a vraiment des soucis sur la qualité des données que l'on peut avoir à disposition. Donc ça complexifie encore plus l'évaluation et la bonne évaluation du risque cyber. Alors, comme je parle un petit peu de données, je veux quand même mentionner cette étude récente de l'AMRAE, qui est l'Association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise, qui a été publiée très récemment, donc en mois de mai 2021. Et donc, donc Lucie, c'est pour Lumière sur la cyberassurance. Et cette étude fait une photographie précise à la fois des primes et à la fois de la sinistralité de l'assurance cyber en France et des compagnies, des entreprises françaises, qui sont passées par un broker, qui sont passées par un courtier. Donc c'est essentiellement des grandes entreprises. Donc alors l'étude est publique, vous pouvez aller la consulter. Je vais juste donner deux éléments.
Le premier élément, c'est que on a eu une croissance des primes de 49%, donc presque 50% entre 2019 et 2020. Néanmoins, malgré cette croissance des primes, le ratio sinistre sur prime, qui était tout à fait correct en 2019, de 84%, est passé à un ratio sinistre sur prime très inquiétant en 2020, de 167%. Donc, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que finalement, ces coûts très importants et ces sinistres très importants, avec ce ratio de 167% en 2020, est essentiellement porté sur 4 grands sinistres qui ont des coûts entre 10 et 40 millions. La somme de ces 4 sinistres, ça fait 120 millions, qui est en fait qui correspond à qui double même la sinistralité de 2019. Donc, c'est typiquement des sinistres extrêmes qui font exploser le ratio sinistre sur prime, qui est un ratio, bien sûr, très suivi par les assureurs, qui montre la rentabilité. Alors, on revient sur la question de l'assurabilité. Donc, ce risque, en tout cas, il est assuré. Donc, en tout cas, il va falloir le gérer et essayer de mieux le comprendre. Et donc, si on n'arrive pas à le gérer, une façon de faire qui est assez extrême, c'est d'exclure certains risques. Donc, alors, c'est assez extrême. Ça permet bien sûr de réduire la fréquence des sinistres qui vont être assurés. Alors, si on l'exclut, il faut quand même faire attention de bien spécifier les clauses d'exclusion. On a eu une intervention très intéressante cet après-midi liée justement aux pertes d'exploitation dans le cadre de la crise sanitaire. Mais toute l'ambiguïté et tout le flou qu'il peut y avoir sur les clauses d'exclusion, donc c'est ce qui est relié aux clauses, ce qu'on appelle silent cyber. Donc, même si on exclut, il y a quand même beaucoup de vigilance à avoir. Et puis, si on exclut, on va rendre les polices moins attractives et il faut quand même, donner un service et répondre à la demande et aux attentes des assurés qui, eux, ont besoin de couverture lorsqu'ils sont attaqués. Donc, une autre solution qui est un petit peu moins drastique est de limiter les remboursements, de limiter les indemnisations. Donc, à partir d'un certain montant, on couvre que, par exemple, jusqu'à 40 millions, si on a dans les contrats juste là qui ont été montrés dans l'étude Lucie. Alors, si il y a toujours un trade-off entre exclusion et limite. Il faut toujours, on ne sait pas très bien gérer le risque, donc on va essayer de exclure certains types de risques ou de limiter le montant des indemnisations. Mais il faut toujours être vigilant à ne pas complètement dénaturer les polices. Et c'est d'autant plus compliqué que, devant ce risque cyber, on est dans des situations où on a des événements et notamment des pertes, des dommages qui peuvent être très grands. Donc, on va être amené en statistique à utiliser la théorie très développée des valeurs extrêmes. Donc, on peut avoir des distributions de pertes qui sont ce qu'on va appeler très méchantes. Alors, la façon dont elles sont méchantes, on peut les résumer dans un indice de queue, donc c'est la queue de la distribution, qui est souvent noté gamma, qui va déterminer à quel point la distribution est méchante. Donc, si gamma est plus grand que 0,5, typiquement, la variance n'est pas finie. Donc, la gestion du risque par moyenne variance ne peut pas se faire. Et pire, si gamma est plus grand que 1, même l'espérance mathématique n'est pas finie. Donc là, on est vraiment typiquement dans un risque qu'on va dire non assurable. Et même le coût moyen, la prime en elle-même, n'est pas forcément bien définie. Alors, forcément, si on met des limites d'indemnisation, on va artificiellement diminuer ce gamma, puisque dans ce cas, le coût va être borné, donc il va être intégral, même le gamma typiquement va devenir négatif. Mais il faut pas se leurrer, plus le gamma, le vrai gamma, plus l'indice de queue, la distribution va être grand, plus la limite que l'on va devoir imposer à nos contrats d'assurance va être contraignante et va limiter
limiter considérablement le périmètre des contrats que l'assureur va pouvoir faire, ce qui ne va pas être du tout satisfaisant, puisque moins son contrat va être attractif, moins il va avoir d'assurés qui vont souscrire à ce contrat. Donc on va arriver au deuxième problème de la mutuelle. Enfin, un autre souci, c'est que si son portefeuille est trop petit, ben, la mutualisation, elle va se faire aussi moins bien. Donc du coup, on est un peu dans un cercle vicieux et il est vraiment important d'essayer de bien comprendre le risque et la queue de la distribution des dommages du risque cyber pour pouvoir proposer des contrats les plus attractifs possibles, tout en néanmoins contrôlant le risque que l'on prend à les couvrir. Alors, une petite illustration. Donc, on a vu que le risque cyber est très hétérogène selon plusieurs critères. Donc, regardons par exemple un cas où on a deux types mélangés, je dirais, de distribution de pertes. Un premier type avec une queue gamma 1 tout à fait, qui est peut-être un peu méchante, mais qu'on arrive à s'en sortir. Et puis vraiment un autre risque avec une queue très lourde, avec un gamma 2 plus grand que 1. Donc, si on a ce type de données mélangées, agrégées, et qu'on ne sait pas distinguer le bon risque du mauvais risque, bah en fait, le gamma qu'on va évaluer, que le statisticien va évaluer sur sa population globale, c'est un gamma qui va être très grand et qui va s'aligner sur le gamma le plus méchant. Donc, finalement, s'il n'arrive pas à distinguer, il va dire, bah, en fait, moi, je peux rien assurer. Ou alors, il faut vraiment que je mette des limites très contraignantes pour pouvoir assurer. Alors que si on arrive à bien déterminer, à mieux voir, bah, ce qui est assurable de ce qui ne l'est pas, eh bien, finalement, il va pouvoir proposer, mieux délimiter, optimiser le périmètre des contrats qu'il va proposer et avoir plus d'assurés pour mieux mutualiser sans forcément beaucoup pénaliser, les assurés qui auraient, enfin, ou le type de dommage qui aurait une distribution, la plus méchante. Donc, je cite le papier de Sébastien Farkas, Maud Thomas et Olivier Lopez, donc qui proposent des outils statistiques justement pour essayer d'identifier, donc c'est des arbres de régression avec des critères pour faire la segmentation selon des lois de Pareto généralisées. Donc, les outils statistiques, on les développe. Ce qui nous manque, c'est d'avoir des données fiables et précises pour permettre vraiment de nourrir ces modèles-là et mieux comprendre et mieux segmenter le risque. Alors, il me reste 5 minutes pour parler de la deuxième le deuxième danger pour la mutualisation, qui est le fait d'avoir le côté un peu systémique du risque, d'avoir un grand nombre de risques qui arrivent en même temps, c'est-à-dire un petit peu la perte d'indépendance entre nos assurés. Donc, juste une petite image que Olivier vous a certainement présentée, puisqu'il a un peu plus parlé de ça ce matin, qui est cette image d'une inondation, peut-être au bord d'une rivière, etc. Donc, pas sur le risque cyber, mais en catastrophe naturelle, en inondation. Donc, si ça, c'est mon portefeuille, eh bien, je peux avoir plein d'assurés. Si tous mes assurés, ils sont là sur la photo, tous au bord de la même rivière, et ben, quand c'est inondé, en un seul événement, j'ai englouti tout mon portefeuille. Donc, en catastrophe naturelle, on sait un petit peu gérer ça. On fait de la diversification, notamment de la diversification géographique. Le souci en cyber, on voudrait bien faire la même chose, mais c'est plus de la diversification géographique. Comment faire un zonier cyber pour essayer donc de diversifier ce risque-là? Et c'est un petit peu la question que l'on s'est posée et proposer des modèles pour regarder comment une attaque un petit peu massive, par exemple type WannaCry, pourrait se propager dans un portefeuille et de voir ses impacts et de voir aussi l'impact d'une protection. Donc, les modèles qu'on a proposés, alors on peut en mettre plusieurs, hein, on n'a pas fait que cela, mais c'est celui qui est le plus facile, enfin peut-être le plus pertinent en tout cas, qui fait écho à l'actualité, parce que ça reprend des modèles épidémiologiques, des modèles CIR pour susceptibles, infectés et removed, donc c'est-à-dire retirés de l'échantillon. Donc, comme on veut prendre en compte l'hétérogénéité de la population et puis des dépendances entre les différents groupes, on a proposé des modèles avec différentes sous-populations, donc par exemple différents secteurs d'activité. Donc le principe est assez simple. Donc vous avez, selon les différents groupes, ici il n'y a que 2 groupes pour illustrer, mais vous avez une classe de susceptibles qui, au contact des infectés de sa même classe,
ou même au contact des infectés d'autres classes, va devenir infecté avec des taux de contagion bêta IJ qui matérialisent comment J va contaminer la classe I, deviennent infectés et puis au bout d'un certain temps, ils ont récupéré, ils ont pu reprendre une activité plus ou moins normale, ou en tout cas, ils ne sont plus contagieux. Donc, dans ces modèles, la connectivité entre les différentes classes, elle est matérialisée par cette matrice bêta qui modélise le taux d'infection d'une classe à l'autre. Donc, on peut aussi ajouter des attaques initiales qui ne proviennent pas de contagion avec un coefficient alpha I. Par exemple, pendant une journée, on a contagion de certains secteurs que d'un ou de tous les secteurs. Et donc, avec ces modèles, on peut quantifier, on peut mesurer beaucoup de choses puisque c'est des modèles qu'on a en temps dynamique. Alors la grande question, c'est comment calibrer ces modèles. Alors c'est quand même des modèles assez macro, donc finalement on n'a pas besoin de beaucoup de données, on n'a pas besoin d'avoir la structure de réseau très fine entre chaque entreprise. C'est vraiment au niveau des classes que l'on choisit, donc par exemple au niveau des secteurs. Donc la proposition qui est faite, mais qui est assez macro et qui n'est pas à prendre, c'est un peu le disclaimer qui est mis à la fin. C'est juste pour vous montrer un exemple de ce qu'il est possible de faire. On a pris des données donc c'est des collègues de Detralytics qui ont pris des données de l'OCDE qui représentent un peu les flux de valeur ajoutée entre différents secteurs de l'économie qui sont donnés ici. Et à partir de ces flux, on a construit une matrice de contagion normalisée. La somme des lignes et des colonnes est normalisée à 1. Et on a construit donc une matrice de contagion B qui est cette matrice normalisée multipliée par un coefficient bêta de contagion qui est le coefficient de contagion agrégé au niveau de toute la population qu'on peut par exemple calibrer à partir de l'attaque WannaCry. En tout cas, c'est à partir de l'attaque WannaCry qu'on a essayer de calibrer ça. Alors bien sûr, c'est pas exactement les connexions informatiques d'informations, etc., qui sont traduites par les flux de valeur ajoutée entre les transactions économiques entre ces différents secteurs, mais ça donne quand même un proxy qui nous permet ah oui, non, sur mon écran je vois rien, mais qui nous permet de retraduire des dynamiques un peu type WannaCry par secteur. Donc ici, dans ces graphes, on a fait une attaque, le alpha, pendant peut-être quelques heures uniquement sur le secteur mining, et on voit ensuite comment ça se propage sur les différents secteurs de l'économie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des simulations dynamiques, on voit vraiment au cours du temps comment l'attaque se propage. Donc ça nous permet de regarder le nombre total d'infectés dans une population, enfin dans les différents secteurs et dans la population. Mais ce qui peut être aussi vraiment intéressant, c'est d'avoir le pic de l'épidémie. Donc on peut faire l'analogie avec le Covid. Les autorités, les pouvoirs publics étaient très vigilants sur de contrôler ce pic-là, mettaient des mesures de confinement, enfin j'espère qu'on peut en remettre, mais bon, mettre des mesures de confinement pour éviter que le pic devienne trop, pour éviter la saturation du système hospitalier et notamment des services de réanimation pour pouvoir apporter le soutien médical et puis de pas avoir à faire de tri entre guillemets entre les patients. Donc ce contrôle du pic de l'attaque est aussi pareillement intéressant et il faut être vigilant sur ce pic-là. Si on a beaucoup trop d'assurés qui sont où l'attaque est vraiment trop généralisée, eh bien on va pas pouvoir, les agences de cybersécurité ou dans les contrats d'assurance, on va pas pouvoir aider suffisamment bien les entreprises et livrer à elles-mêmes les ruptures d'activité vont être d'autant plus longues, ça va vraiment faire un petit peu boule de neige et les coûts vont être d'autant plus grands, ils ne vont pas croître de façon linéaire mais risquent d'exploser. Donc c'est pour ça que ces modèles en temps dynamique sont particulièrement intéressants. Encore faut-il avoir des données relativement précises pour pouvoir les calibrer de façon vraiment pour limiter l'incertitude et limiter le risque. Donc on peut aussi complètement intégrer des mesures de protection qui vont limiter le bêta, qui vont diminuer le bêta, et on peut regarder quel va être l'impact de la protection
sur les secteurs. Donc ici, c'est le niveau de protection. On diminue de 10% l'intensité de contagion sur les différents secteurs et on regarde de combien ça va diminuer. Enfin, ici, ça c'est c'est le nombre de victimes s'il y a réaction divisé par le nombre de victimes sans réaction. Et on peut voir que certains secteurs qui sont pas forcément visés au début, si eux, ils sont très bien protégés, notamment le secteur service, qui est beaucoup en connexion avec les autres, eh bien, ça va permettre de un peu limiter, enfin, significativement à limiter, puisque là, on est vers 70%, les contagions dans les autres secteurs. Donc, un modèle bien calibré peut aider à avoir des stratégies de protection et optimiser ces stratégies de protection. Donc, on a aussi, donc là, notre matrice de contagion était calibrée sur des données de l'OCDE. On peut essayer aussi de tester différents types de matrices de contagion pour voir comment l'épidémie se propage et quel serait le réseau, entre guillemets, optimal pour éviter une contagion. Donc, soit des matrices très, je dirais, clusterisées, où la contagion se fait beaucoup uniquement entre secteurs et peu, enfin, à l'intérieur d'un même secteur et peu d'un secteur à l'autre, ou alors des matrices de contagion qui, au contraire, on est très protégé par rapport aux entreprises qui sont du même type que soi. Par contre, on est beaucoup moins bien protégé. Et en fait, c'est ce deuxième type de matrice qui est, entre guillemets, qu'on a, enfin, en tout cas numériquement, qu'on a vu que c'était le plus dangereux, puisqu'au bout d'un moment, il y a, tout le monde est contaminé, quoi. Et on n'arrive plus du tout à contrôler. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop longue. Donc, quelques références sur nos travaux. Donc, en termes de scénarios de contagion et de risques systémiques, en termes d'événements extrêmes. Puis aussi, on peut utiliser d'autres modèles, notamment des processus de Hawkes, pour modéliser ce risque et aussi ces phénomènes de clustering. Voilà, merci beaucoup.